1973. Les chars israéliens foncent dans le désert pour repousser l'attaque surprise égyptienne qui marque le début de la guerre du Kippour. Décembre 1941. Les chars soviétiques se frayent un chemin dans les neiges hivernales pour contre-attaquer les forces allemandes menaçant Moscou. La contre-attaque fait partie intégrante de la guerre. Bien menée, elle peut renverser le cours du conflit et sauver la patrie. Mal conçue, elle peut entraîner la défaite totale. La stratégie est la contre-attaque. Israël, vendredi 5 octobre 1973, veille de l'un des événements les plus importants du calendrier juif, Yom Kippour, le jour du grand pardon. Cet après-midi-là, le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, vole en secret vers Londres. Il vient à la demande d'un contact connu sous le nom de La Source. La réunion se tient tard dans la nuit, dans un appartement. Dès qu'elle est terminée, le chef du Mossad contacte Israël. L'Égypte, ennemie d'Israël depuis 1948, est sur le point d'attaquer par le canal de Suez. L'offensive commencera à 18 h le lendemain. Israël n'a que 12 heures pour réagir. Juin 1941, le leader soviétique Joseph Staline vit son pire cauchemar. 18 mois après le début de la Deuxième Guerre mondiale, les armées d'Hitler occupent la majeure partie de l'Europe de l'Ouest. Hitler, triomphant, visite Paris, tourne ses regards vers l'Est et prépare déjà l'opération Barbarossa, l'attaque de l'Union soviétique. Staline et ses généraux savent que l'offensive est inévitable. Que peuvent-ils faire ? La décision prise par les Israéliens en 1973 et par les Soviétiques en 1941 est la même. Contre-attaquer. De tout temps, la contre-offensive a été la stratégie préférée des chefs combatifs, obligés de lutter sur leur propre territoire. Ainsi en est-il du général Lee en Virginie au milieu des années 1860 et de Napoléon à la fin de sa carrière, lorsqu'il défend la France contre les invasions venues de toutes parts. Il y a de nombreux facteurs dans une contre-attaque réussie. Si on les gère correctement, on a une bonne chance de succès. Sinon, les choses peuvent très mal tourner. Par-dessus tout, la stratégie de contre-attaque exige de la souplesse. Mais il y a 4 conditions opérationnelles essentielles à respecter. Le renseignement. Le plan de bataille doit être basé sur des informations précises et correctement interprétées. Le rapport de force. Les stratèges doivent être réalistes quant à ce que les militaires appellent le rapport de force, leur puissance comparée à celle de l'ennemi. Pas seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de sophistication de l'équipement, d'entraînement et de morale. Le timing et la surprise. Les chefs doivent décider du meilleur moment pour riposter à une offensive et être capables de dissimuler leur intention jusqu'à la dernière minute. Exploiter l'avantage. Au fur et à mesure de sa progression, l'ennemi devient vulnérable, souvent de manière inattendue. Si le commandant défenseur est assez perspicace pour reconnaître ses faiblesses, il peut les exploiter et transformer une défaite en victoire. Par conséquent, une stratégie de contre-attaque réussie exige un certain type de commandant.
Un commandant qui lance une action offensive doit être dynamique et audacieux. Mais peut-être que celui qui lance une contre-offensive doit être encore plus dynamique et audacieux, souvent parce qu'il vient justement de subir une défaite. Il doit alors affronter un ennemi victorieux et tenter d'exploiter des gains qui ne sont pas forcément immédiatement apparents. Il est nécessaire qu'il agisse rapidement et surtout qu'il fasse fi de toute prudence. Mais parce que le jugement du commandant est si déterminant dans une contre-attaque, il y a un autre facteur à considérer. La psychologie. Ne pas se laisser abuser par ses préjugés. L'ennemi est peut-être plus malin qu'on ne le croit. Moscou 1941. Les défenseurs soviétiques attendent la bataille décisive qu'ils savent devoir livrer bientôt. 2 ans plus tôt, en août 1939, à peine un mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression promettant de ne pas entrer en conflit l'une contre l'autre. Pour Hitler, cela signifie qu'il peut entreprendre l'invasion de la Pologne, puis vaincre l'alliance de la France et de l'Angleterre sans craindre d'invasion soviétique à l'Est. Pour Staline, cela signifie qu'il laissera les chars et les avions d'Hitler pilonner et soumettre la Pologne puis la France jusqu'à ce que seule l'Angleterre demeure invaincue mais isolée. Mais Hitler n'a jamais cessé de planifier l'invasion de l'Union soviétique. Et Joseph Staline le sait. En Israël, le Premier ministre Golda Meir sait également que son pays est menacé. L'État d'Israël est en conflit avec ses voisins depuis sa fondation en 1948. Après la guerre de 1956, Israël occupe la péninsule du Sinaï jusqu'au canal de Suez. Mais les pressions internationales la forcent à rendre la région à l'Égypte un an plus tard. Durant la guerre des 6 jours en 1967, Israël reprend le Sinaï ainsi que les hauteurs du Golan aux Syriens et la Cisjordanie aux Jordaniens. 1973. Les généraux israéliens savent qu'une offensive égyptienne ne peut venir que par le canal de Suez et le Sinaï. En 1956 et en 1967, les Israéliens avaient attaqué les premiers. À présent, soucieux des réactions internationales, ils changent leur plan et optent pour une contre-attaque. Mais planifier une contre-offensive sous-entend qu'on sait que l'ennemi va frapper. Ce qui dépend de la première condition de la stratégie de contre-attaque, le renseignement. Le plan de bataille doit être basé sur des informations précises et correctement interprétées. Datcha de Staline, aux environs de Moscou. C'est ici qu'il examine l'énorme quantité d'informations qu'il reçoit sur les intentions de Hitler. Mais les dirigeants doivent décider quels renseignements ils peuvent croire et comment les utiliser. C'est le défi qui attend les Israéliens en 1973. Et Joseph Staline et ses généraux en 1941. Israël 1973. Les généraux savent qu'ils vont subir une attaque. Comme leurs homologues soviétiques 32 ans plus tôt, ils sont engagés dans une stratégie qui repose sur leur capacité à deviner les intentions de l'ennemi à temps pour lancer une contre-offensive. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, joue un rôle crucial dans la décision de contre-attaquer. Comme les soviétiques en 1941, il est très conscient de l'importance du renseignement, démontré lors du premier grand exemple de contre-offensive du XXe siècle, la bataille de Tannenberg sur le front Est durant la Première Guerre mondiale. Septembre 1914. Les Allemands affrontent ce qu'ils redoutent le plus, une guerre sur 2 fronts. Contre la France et les Alliés à l'ouest, et contre la Russie à l'est. La stratégie allemande est basée sur des informations indiquant que Moscou sera lente à mobiliser.
Mais la Russie rassemble deux grandes armées en 14 jours seulement. Elles opèrent un mouvement en tenaille dans la province allemande de Prusse orientale, menaçant d'isoler l'unique armée allemande chargée de défendre la région. Les forces russes réunies atteignent 375 000 hommes, bien plus que celles des Allemands. En interprétant mal la situation, le renseignement allemand a mis son pays en grand danger. Mais les Allemands sont aidés par un coup extraordinaire de leurs services secrets. Ils interceptent un message du général de l'armée russe du Nord disant qu'il ne peut rien faire pour soutenir une action dans le Sud. Même s'ils sont toujours largement surpassés en nombre, cette nouvelle information donne aux Allemands l'assurance qu'ils peuvent utiliser toute leur puissance pour détruire la deuxième armée russe du Sud sans craindre d'attaque. Pour le général soviétique Georgi Zhukov en 1941 et le ministre de la Défense israélien Dayan en 1973, dans le jeu des services secrets, un rôle essentiel sera tenu par deux espions. Moyen-Orient, 1973. Alors que les dirigeants arabes se réunissent, ils ignorent que quelque part dans leur rang se cache un agent israélien connu seulement sous le nom de la Source. Les informations qu'il transmet déterminent déjà les décisions politiques et militaires d'Israël. Pour l'Union soviétique en 1941, c'est cet homme, Richard Sorge, un Allemand devenu citoyen soviétique. Il travaille à présent pour le renseignement russe au Japon. Les informations qu'il fournit seront capitales dans les décisions de Staline. Mais Sorge espionne l'Est. L'urgence pour Staline, c'est Hitler à l'Ouest. Le Kremlin. Derrière ses murs, de septembre 1940 à juin 1941, Staline reçoit de plus en plus de rapports sur la prochaine invasion allemande. Chose incroyable, il ne semble pas réagir. En 1941, les généraux soviétiques affrontaient une menace connue. Ils savaient qu'ils allaient être attaqués, probablement durant l'été. Certains de leurs déploiements sont offensifs, en vue d'une contre-attaque, d'autres défensifs, sans doute pour tenter de saper l'attaque allemande. Mais le fait est qu'ils ne font pas grand-chose pour s'y opposer. À ce stade, selon la pensée classique, Staline a deux options. Pendant que les forces de Hitler sont occupées sur le front ouest en France, il peut lancer à l'est une frappe préventive sur l'Allemagne. Ou bien, sachant qu'une attaque allemande va venir, il peut organiser ses forces pour une contre-attaque. Le plus incroyable peut-être, c'est qu'il ne fait ni l'un ni l'autre. Juin 1941, l'instant que Staline et les Soviétiques redoutaient. Hitler lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. C'est dans les premières heures de l'opération Barbarossa que les Allemands étaient les plus vulnérables. Si les Soviétiques devaient contre-attaquer, c'était à ce moment-là. Ils ne le font pas. Ils tentent de se défendre, mais les chars et l'aviation de Hitler les balayent. Une fois la percée allemande opérée, les Soviétiques ont perdu leur cohérence, leur coordination. Il n'y avait aucune chance qu'ils puissent se rassembler pour lancer une contre-attaque réussie et repousser les Allemands. Et plus l'ennemi avançait, moins une contre-attaque avait de chances de réussir avant les faubourgs de Moscou. En à peine 2 semaines, les Panzers pénètrent de près de 500 km en Union soviétique et défont la plupart de leurs opposants. Ils prennent plus de 300 000 prisonniers et détruisent 2500 chars.
La route des villes clés, Leningrad, Stalingrad et la capitale, Moscou, semble ouverte. À la mi-novembre, le temps change. Au nord, Leningrad est sous blocus et l'armée allemande progresse vers Moscou. Mais l'hiver russe se rapproche. Les Allemands effectuent leur dernière poussée par un froid extrême, dans les premières neiges. Malgré tout, alors que novembre laisse place à décembre et à la morsure de l'hiver, les premières unités allemandes distinguent les tours dorées du Kremlin à une trentaine de kilomètres à peine. Et tandis que ces armées s'effondrent, Staline semble n'avoir pas rempli la première condition de la stratégie de contre-attaque, le renseignement. Il disposait des informations, mais n'a pas su les utiliser. Mais peut-être y a-t-il une autre explication à l'apparente inertie de Staline, et qui se rattache au deuxième critère de la stratégie de contre-offensive. Le rapport de force. Dans les années 1930, Staline a ordonné des purges massives dans la population, mais aussi dans l'armée rouge. Avant de tenter quoi que ce soit pour affronter Hitler, il doit reconstruire son armée. En 1941, au moment même où il passe ses troupes en revue sur la place rouge, elle est en pleine restructuration. La menace allemande se précise, mais il ne peut pas lancer de frappe préventive. Il craint aussi que le simple fait de déplacer ses troupes à l'intérieur des frontières soviétiques ne donne à Hitler un prétexte pour l'envahir. Pendant tout ce temps, l'état-major soviétique, et surtout Joseph Staline lui-même, essayait de tendre un rameau d'olivier à Hitler, de le retenir, de gagner quelques jours, semaines ou mois, afin de négocier et éventuellement retarder l'offensive allemande d'une autre année. Mais il y a une deuxième raison aux atermoiements de Staline, liée également au rapport de force. En 1939, au début de la guerre en Europe, Hitler et Staline partagent la même crainte, un conflit sur deux fronts. Dans le cas de Hitler, c'est la guerre contre la France et la Grande-Bretagne à l'ouest et l'URSS à l'est. Pour Staline et ses généraux, c'est la guerre contre Hitler sur les frontières ouest et contre le Japon à l'est. Il leur est impossible de lancer toutes leurs forces contre l'opération Barbarossa. Ils doivent en garder une bonne partie à l'est pour riposter à une éventuelle attaque du Japon. À l'été 1941, tandis que les panzers allemands s'enfoncent profondément en Union soviétique, à quoi joue donc Staline ? En réalité, sa stratégie aurait été très bien comprise par les planificateurs israéliens 32 ans plus tard. Les stratèges militaires reconnaissent trois types de contre-attaques. L'occasion fortuite. Saisir une occasion inattendue pour contre-attaquer à un moment critique de la bataille. La réaction planifiée. Partie soigneusement calculée d'une stratégie globale, basée sur le déroulement des combats et l'estimation des progrès de l'ennemi. La stratégie globale. Le fondement même du plan de bataille. Quand une offensive ennemie est anticipée et qu'on y est préparé. Particulièrement quand le pays se bat pour sa survie, comme l'Union soviétique en 1941 et Israël en 1973. De nombreux analystes militaires concluent que Staline compte sur la deuxième forme de contre-attaque. Une réaction planifiée selon le cours de la bataille. Mais d'après des études récentes, il est plus probable qu'il se soit décidé pour la troisième. La contre-offensive comme base du plan de bataille. Quand une attaque ennemie est anticipée et qu'on s'y est préparé. Particulièrement quand le pays se bat pour sa survie. Malgré ces nouveaux généraux, l'armée de Staline est encore affaiblie par les purges.
La menace japonaise est permanente. Staline ne peut pas ordonner de frappe préventive. Et au cours de l'opération Barbarossa, il ne peut pas lancer de contre-attaque. Staline a peut-être pris là l'une de ses nombreuses décisions impitoyables. Lors de l'offensive allemande, il sacrifie les soldats défendant les frontières occidentales de l'URSS afin de ralentir l'ennemi et de saper régulièrement ses forces. C'est le grand classique de la défense russe. Se retirer dans les steppes occidentales en sacrifiant des milliers d'hommes jusqu'à des armées entières. Et, en attirant l'ennemi de plus en plus loin, l'affaiblir graduellement. Le plan de l'opération Barbarossa était d'avancer rapidement et d'anéantir le plus possible de soldats soviétiques avant d'atteindre une certaine ligne devant Moscou. Toutefois, l'armée rouge a brillamment opéré son retrait et économisé une partie de son pouvoir de frappe pour défendre Moscou. Ainsi, quand les lignes allemandes ont été complètement distendues, étirées au maximum, les soviétiques, s'étant préparés à défendre leur capitale, étaient prêts à riposter. Et à ce moment-là, l'hiver fait des victimes. Exactement comme lors de la défaite de Napoléon 130 ans auparavant. En 1941, la stratégie soviétique est donc de se retirer avant de lancer sa contre-attaque. En 1973, la stratégie israélienne est tout autre. Une attaque de l'Égypte ne peut venir que du canal de Suez et du Sinaï. Mais les territoires gagnés en 1967 donnent un choix aux Israéliens. Lancer la contre-offensive sur le canal lui-même ou opérer un retrait tactique, puis contre-attaquer. Dans les neiges de l'hiver russe, c'est la stratégie choisie par Staline. Mais dans les sables du Moyen-Orient, la politique d'Israël est de ne jamais céder le terrain. Le territoire d'Israël ayant toujours été limité, la prise du Sinaï en 1967 a soulevé l'enthousiasme général. Il n'avait pas l'intention de rendre quoi que ce soit s'il n'y était pas obligé. Par conséquent, cela impliquait en 1973, quand les Égyptiens ont frappé par le canal de Suez, de ne pas échanger de terre contre du temps, mais de lancer une contre-attaque massive, planifiée, ayant pour objectif de détruire l'ennemi le plus rapidement possible. Le plan israélien, sous le nom de code Dovkot, est une contre-attaque immédiate sur toute tête de pont ennemi pendant que l'armée de réserve est mobilisée. La contre-offensive sera menée par la division du Sinaï, la seule division blindée permanente du pays. Une fois mobilisées, les réserves lanceront une deuxième contre-attaque massive sur le canal de Suez pour isoler les forces égyptiennes. En 1941, la stratégie soviétique est donc de se retirer, puis de frapper l'ennemi quand il commence à s'affaiblir. Durant la guerre du Kippour, la stratégie israélienne est de frapper l'ennemi dès le début de l'attaque, de le retenir, puis de le frapper à nouveau. Mais il y a une autre différence entre les stratégies. À Moscou, le timing de la contre-offensive de Staline dépend d'une unique information qui ne peut venir que de son agent à Tokyo, Richard Sorge. En Israël, en revanche, à la veille de Yom Kippour, ce n'est pas une partie mais toute la stratégie qui est basée sur les renseignements fournis par la perle des espions, la source. Un jour avant le Grand Pardon, les chefs israéliens sont face à un dilemme. Mettre le pays sur le pied de guerre ou attendre de nouvelles preuves d'une attaque imminente. La plupart des forces de défense israéliennes sont réservistes. Elles sont parfaitement entraînées et motivées. Mais la mobilisation générale va prendre 48 heures. C'est une opération perturbante et coûteuse. Mobiliser ou attendre est donc toujours une décision cruciale.
À première vue, Golda Meir et ses conseillers semblent détenir l'information leur permettant de trancher. 10 jours plus tôt, dans le plus grand secret, le roi Hussein de Jordanie a averti Golda Meir de l'imminence d'une attaque égyptienne. L'information, bien que voilée, est claire. Une double attaque. De l'Égypte par le canal et de la Syrie par les hauteurs du Golan. Toutefois, 4 ans auparavant, en 1969, l'un des principaux collaborateurs du président égyptien de l'époque, Nasser, contacte l'ambassade d'Israël à Londres et propose ses services d'espion. Le Mossad lui donne pour nom de code La Source. L'un des documents les plus importants révélés par La Source est une conversation entre le président égyptien Anwar el-Sadat et le président soviétique Léonid Brejnev, au cours de laquelle Sadat demande des chasseurs bombardiers et des missiles Scud pour frapper les villes israéliennes. Mais Brejnev travaille à la détente des relations entre l'URSS et les États-Unis. Ne voulant pas la mettre en danger, il refuse. Sadat répond que sans cela, l'Égypte ne pourra plus jamais envisager d'attaquer Israël. Se fiant à cette information, les chefs israéliens formulent ce qu'ils appellent le concept. À moins qu'il ne soit prouvé que l'Égypte reçoit cet armement, la menace d'une attaque demeure en réalité inexistante. Or, à la veille de Yom Kippour, le roi Hussein de Jordanie les avertit d'une offensive égyptienne. Mais pas La Source, l'œil d'Israël en Égypte. Avec les informations de La Source, les dirigeants israéliens pensent qu'ils ont largement rempli la première condition de la stratégie de contre-attaque. Ils sont également certains, au contraire de Staline en Union soviétique, d'avoir satisfait à la deuxième exigence, le rapport de force. Le plan d'Israël, nommé Dovkot, prévoit 3 niveaux de défense. Le premier, le long du canal lui-même, est la ligne Bar-Lev, 32 postes fortifiés, défendus par un énorme rempart de sable que l'on considère comme un formidable obstacle. Les 2 autres forces défensives seront la division du Sinaï et les réserves. En termes de nombre, Israël est largement surpassé par les forces ennemies combinées. Mais en termes de rapport de force, prenant en compte d'autres facteurs que le nombre, Israël ne doute pas que son immense supériorité technologique en matière d'armement suffira amplement à combler le déséquilibre. De plus, les Israéliens sont sûrs que leurs forces de réserve bien entraînées et motivées peuvent être mobilisées assez rapidement pour atteindre la ligne de front et anéantir les Égyptiens. Les 300 chars de la division du Sinaï semblent facilement capables de monter des contre-attaques immédiates pour contenir ou détruire toute tête de pont égyptienne. Et les forces blindées israéliennes ont déjà prouvé leur supériorité à 2 reprises. Enfin, Israël fait confiance à son aviation pour prendre le contrôle des airs et fournir un soutien aérien constant. Toutefois, Israël sait qu'à l'instar des États-Unis qui lui fournissent des armes, l'Union soviétique procure un nouvel armement à ses ennemis. Mais ils sont sûrs de pouvoir vaincre ces nouvelles armes. Car ils ont un autre atout dans leur jeu de contre-offensive. Ils ne considèrent pas leurs ennemis comme des combattants. Pour eux, les armées d'appelés de l'adversaire ne sont pas formées aux exigences de la guerre moderne. Ils sont sûrs d'avoir la force morale et physique nécessaire pour mener à bien leur stratégie de contre-attaque. Mais qu'en est-il de Staline, 30 ans plus tôt, tandis que l'hiver russe et les chars allemands se rapprochent ? Décembre 1941. Les Allemands entament leur poussée finale sur Moscou. Dans la stratégie de Staline, c'est le moment où les 2 premières conditions, le renseignement et le rapport de force, se rejoignent. La grande angoisse de Staline est de faire la guerre sur 2 fronts. Contre Hitler, sur ses frontières ouest,
et contre le Japon à l'est. Tout l'automne, tandis que l'opération Barbarossa s'étend comme une tache sur les régions occidentales de l'Union soviétique, Staline craint toujours le Japon. Mais à l'ouest, l'équilibre du rapport de force est déjà en train de changer. D'abord, parce que l'opération Barbarossa a plusieurs objectifs. Barbarossa atteint son point critique lorsque le haut commandement allemand doit prendre la décision d'aller soit au nord vers Moscou, soit au sud vers les champs pétroliers. L'un ou l'autre de ces choix aurait été raisonnable et l'on peut avancer des arguments convaincants à la fois pour Moscou et pour les champs de pétrole. Mais l'incapacité à prendre une décision tranchée et la division ultérieure du gros des forces allemandes entre deux objectifs a été un désastre dont les Allemands ne se sont jamais remis. En progressant en Union soviétique, les Allemands s'affaiblissent. Au début, 3,5 millions de soldats étaient engagés dans Barbarossa, mais ils subissent de lourdes pertes. En tout cas, durant l'année 1941, les Soviétiques se renforcent. Leur pays est immense, il a d'immenses ressources, et ils sont plus forts de jour en jour, même s'ils perdent du terrain. Ainsi, en plein hiver, les forces allemandes menaçant Moscou ne sont pas au maximum de leur puissance. Et que se passe-t-il du côté de la menace japonaise à l'est ? C'est à ce moment que Richard Sorge transmet l'information cruciale que Staline attendait. Les Japonais vont bien partir en guerre, confirme Sorge. Mais ils se dirigeront au sud et à l'est, et non au nord et à l'ouest contre l'URSS. Staline peut agir contre Hitler. Il transfère 40 divisions des fronts de Sibérie et d'Extrême-Orient en préparation à sa contre-attaque. Il a satisfait aux premières exigences de sa stratégie, renseignement et rapport de force. 32 ans plus tard, à la veille du jour du Grand Pardon, les Israéliens aussi sont certains d'avoir rempli ces deux conditions essentielles. Est-ce bien le cas ? Pour l'opinion publique, la première ligne d'Israël, les 32 forts de la ligne Bar-Lev, est une puissante position défensive. C'est faux. Au départ, elle a été construite non pour la défense, mais pour procurer un abri aux observateurs israéliens. 16 des 32 bastions ont été fermés. Le matin de Kippour, la totalité de la première ligne de défense d'Israël est formée de 500 hommes seulement. Et une seule des 3 brigades de la division du Sinaï est à portée du canal. Les 2 autres sont positionnés à des kilomètres en arrière. Qui plus est, Israël n'a pas remarqué que les troupes égyptiennes sont équipées d'une énorme quantité de missiles anti-aériens et anti-chars et que l'Égypte a rapproché du canal de Suez son parapluie de missiles sol-air. Les Israéliens n'ont pas compris combien l'armée égyptienne avait évolué depuis 1967. Elle était mieux dirigée, mieux entraînée. Elle avait une meilleure doctrine et surtout elle avait les nouvelles armes qui allaient si durement entraver leur contre-attaque. Les lance-roquettes et bien sûr les missiles sol-air. Ils n'en ont pas tenu compte. Mais il y a aussi une faille dans le lien entre renseignement et rapport de force. Le plan de défense d'Israël part de l'hypothèse que la stratégie de Sadat est la guerre totale, ce qui l'oblige à traverser le Sinaï à toute allure, là où ses chars et ses armées peuvent être neutralisés. Toutefois, devant l'absence de coopération de Moscou, Sadat a révisé ses plans pour passer de la guerre totale à la guerre limitée. Il n'ira qu'aussi loin que nécessaire pour renforcer sa position quand les superpuissances interviendront pour imposer la paix. Le fondement de toute la politique de défense israélienne n'est plus valable. Mais pourquoi la source n'a-t-il pas transmis cette information au Mossad? La réponse est simple et brutale. Le super-espion d'Israël est un agent double. La source est une taupe égyptienne. Alors qu'Israël se prépare pour Yom Kippour, la totalité de sa stratégie de contre-attaque risque de sombrer dans le néant.
Tout cela à cause d'un élément imprévisible, sa propre psychologie. La facilité avec laquelle l'agent double égyptien a leurré les Israéliens est un autre exemple du complexe de supériorité qui les handicapait terriblement avant la guerre du Kippour. Ils pensaient tout simplement qu'ils étaient bien trop intelligents pour se faire berner par les services secrets égyptiens, et pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. Mais alors que le cabinet israélien se réunit en ce matin historique, il ignore qu'il a été dupé. L'après-midi, la source demande une réunion d'urgence à Londres. Le chef du Mossad, Zvika Samir, va à sa rencontre. Le message est glaçant. L'Égypte attaquera par le canal de Suez le lendemain à 18 h. Yom Kippour. En début de matinée, le Premier ministre Golda Meir part pour une réunion d'urgence avec son cabinet. 8 heures à peine avant l'offensive, on ordonne la mobilisation. Les réservistes se précipitent vers leurs unités. La mobilisation générale demande 48 heures, mais les Israéliens ne disposent même pas des 8 heures annoncées par la source. À 14 heures sur le canal de Suez, l'artillerie égyptienne ouvre le feu sur les forts de la ligne Barlef. Les soldats dévalent la berge et embarquent dans des canots d'assaut. En moins d'une heure, 14 000 Égyptiens ont traversé. Ils construisent des ponts flottants. Les 500 défenseurs israéliens et les 40 chars de la ligne Barlef sont écrasés ou assiégés. À 8 heures le lendemain matin, 90 000 soldats et 850 chars égyptiens ont franchi le canal et leurs 5 têtes de pont forment une ligne presque ininterrompue qui s'enfonce sur 8 km dans le Sinaï. Il est temps pour Israël de passer à la troisième condition de la stratégie de contre-attaque, le timing et la surprise de la riposte. Là encore, c'est la contre-offensive classique de Tannenberg en 1914 qui montre l'importance vitale de ces facteurs. Dès que les grands généraux allemands de la Première Guerre mondiale, Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff, entrevoient la possibilité de défaire la deuxième armée russe isolée, ils agissent rapidement. Un corps de leur petite armée est envoyé au sud pour prendre position sur le flanc ouest de l'avance russe. Un deuxième corps est déplacé au nord-est de l'armée russe. Dans la profondeur des forêts qui couvrent la région, celle-ci n'a aucune conscience des mouvements de l'ennemi. Et soudain, les Allemands attaquent. L'un des corps d'armée s'abat sur l'arrière des Russes, tandis que le second pousse pour opérer la liaison et les refouler. Pris par surprise, les soldats russes cèdent à la panique. Ils subissent quelques 300 000 pertes. Près de 90 000 hommes sont faits prisonniers. La menace sur la frontière est de l'Allemagne n'existe plus. Désert du Sinaï, 6 octobre 1973. La division israélienne du Sinaï contre-attaque. Mais avec une seule brigade à l'avant, les premiers assauts manquent de coordination dès que les unités atteignent le front. Les équipages de chars israéliens s'attendent à voir l'infanterie égyptienne s'enfuir, comme lors des précédentes confrontations. Au contraire, elles tiennent bon. Et le plan de guerre égyptien prend les Israéliens par surprise d'une autre façon. Au lieu de pénétrer plus avant dans le Sinaï, où ils peuvent être facilement pilonnés par l'aviation et les chars israéliens, les Égyptiens restent sous leur parapluie défensif. Bien cachés, mortels, les canons et les roquettes anti-chars à longue portée font feu. 53 des 300 chars de la division du Sinaï sont touchés et mis hors combat. L'aviation israélienne subit une attaque intensive des derniers missiles sol-air soviétiques. 35 appareils sont abattus dans les premières 24 heures. L'appui aérien, vital, est abandonné.
Le lendemain, 8 octobre, les premières réserves israéliennes, 8 brigades blindées, viennent soutenir la division du Sinaï décimée. À nouveau, ils se lancent au combat sans attendre de concentrer leurs forces et leur puissance de feu. C'est un désastre. Les roquettes anti-chars égyptiennes détruisent les chars israéliens depuis leur position retranchée. La stratégie israélienne de contre-attaque a totalement échoué. Les dirigeants envisagent la nécessité d'un cessez-le-feu. Début décembre 1941. Moscou est enseveli sous la neige. L'heure est venue pour Staline et ses généraux de passer à l'étape suivante de leur plan de bataille, le timing et la surprise de leur contre-attaque. Ils se sont repliés pour laisser les Allemands venir à eux. L'avant-garde ennemie n'est qu'à 30 km de Moscou. Mais l'hiver est déjà glacial. Lorsque les Allemands lancent leur offensive finale, c'est par un froid extrême, fouetté par de violentes tempêtes de neige. Leurs chars et leurs armes complètement gelés, leur progression s'enraye. Face à eux, l'armée rouge est bien équipée, chaudement vêtue. Staline dispose des 40 divisions qu'il gardait pour combattre le Japon. Tous les nouveaux chars T-34, plus performants que ses rivaux allemands, ont été rassemblés pour la contre-attaque. Et les hommes que Staline va lancer en premier sont l'élite de l'armée rouge. Le 5 décembre, Hitler accepte avec réticence de replier ses forces sur une meilleure ligne défensive et d'attendre le printemps. Le jour même où elle commence à se retirer, Staline lance sa contre-offensive. L'assaut repousse les Allemands de plus de 80 km. Leur retraite ne cesse que lorsque Hitler ordonne à ses hommes de se battre jusqu'à la mort plutôt que de se replier plus loin. L'armée rouge réussit sa contre-attaque en concentrant son effort sur la périphérie de Moscou. Elle constitue un fer de lance blindé qui s'attaque aux unités allemandes les plus faibles. Au contraire de la première contre-offensive israélienne de 1973, celle des soviétiques réussit brillamment. Staline et ses généraux se sont conformés à toutes les exigences de la stratégie de contre-attaque. Au Moyen-Orient, 32 ans plus tard, les Israéliens n'ont rempli aucune de ces conditions. Ils ont de graves ennuis. Mais dans la stratégie de contre-attaque, il y a un autre facteur. Un commandant doit être prêt non seulement à mener une riposte planifiée, mais à saisir toutes les occasions qui peuvent se présenter. Le plan de guerre égyptien est basé sur le maintien des forces armées sous le parapluie défensif, y compris le système de missiles sol-air. Simultanément à l'offensive égyptienne, les Syriens attaquent le plateau du Golan. À 8 chars contre 1, ils repoussent vite les Israéliens d'une vingtaine de kilomètres. Mais les Israéliens excellent à ce type de combat de chars rapprochés. En 2 jours, ils stoppent l'avance syrienne et commencent à la refouler. Tandis que la situation empire dans le nord, les Syriens pressent Sadat d'étendre son offensive au sud. Une semaine après le début des hostilités et contre l'avis de ses généraux, Sadat acquiesce. Cinq jours après la désastreuse contre-attaque israélienne, 4 brigades blindées égyptiennes se lancent dans une nouvelle offensive. Mais ce faisant, elles quittent l'abri de leurs boucliers de missiles. Les chars et l'aviation israélienne frappent. À midi, 250 chars égyptiens sont détruits. Le reste se retire dans la pagaille. Le lendemain, Israël attaque le canal et fait traverser une brigade de forces spéciales. Le 18 octobre, 4 brigades blindées et une d'infanterie ont traversé
et s'enfoncent au sud pour isoler la 3e armée égyptienne. Le 24, elles ont atteint la ville de Suez et isolent complètement la 3e armée. Sous la pression internationale croissante, les Israéliens acceptent alors un cessez-le-feu, le brisent pour consolider leur position, puis l'acceptent à nouveau. La première stratégie de contre-attaque des Israéliens a échoué. Mais la deuxième, improvisée dans le feu de l'action, a brillamment réussi parce que les généraux ont eu la présence d'esprit d'exploiter un avantage inattendu. L'une des grandes leçons que doivent tirer les militaires de ce qui est arrivé aux Israéliens en 1973, c'est de ne pas se surestimer après une victoire. L'autre élément à retenir, c'est la nécessité de conserver sa souplesse face à l'ennemi, même au cœur de la bataille. Ce que les Israéliens ont accompli de manière magistrale, c'est de réinventer leur armée, de la remodeler, de prendre les bonnes décisions alors même que la bataille avait lieu, et de vaincre l'ennemi in situ. La grande leçon de la guerre du Kippour, c'est que l'attaque planifiée a ses limites. Peu importe l'excellence de la première offensive égyptienne, elle s'est effondrée dès qu'elle s'est écartée du plan initial. Toute force armée, même bien entraînée, doit improviser à un moment donné. Et les Israéliens y étaient bien mieux préparés que les Égyptiens. Pour conclure, dans les neiges de 1941 et dans les sables de 1973, comment les Soviétiques et les Israéliens ont-ils satisfait aux exigences de la stratégie de contre-attaque? Le renseignement. Avant l'opération Barbarossa, Staline semble ignorer les avertissements au sujet des plans allemands. Mais il doit attendre les informations fournies par son agent à Tokyo, Richard Sorge. Le cabinet israélien a la source. Malheureusement, il travaille pour l'autre camp. Le rapport de force. Staline a peut-être retardé l'affrontement lors de Barbarossa parce qu'au début c'était pratiquement perdu d'avance. Lorsqu'il lance sa contre-attaque, ses armées sont fortes tandis que les Allemands sont affaiblis et épuisés. Les Israéliens croient le rapport de force à leur avantage, mais leurs chars et leur aviation se retrouvent subitement exposés au système de missiles fournis aux Égyptiens par les Soviétiques. Le timing et l'effet de surprise de Staline sont impeccables. Il attend que l'ennemi soit affaibli et se replie sur une position défensive. Sa réussite est totale. Les Israéliens, ayant échoué à remplir les conditions de leur contre-attaque planifiée, menacés de défaite, saisissent l'occasion quand les Égyptiens quittent la protection de leur bouclier de missiles sol-air et lancent une contre-offensive réussie. Mais quel est l'avenir de la stratégie de contre-attaque? Bien que les 2 dernières guerres du Golfe aient montré que les contre-attaques peuvent encore être d'une grande utilité potentielle, nous ne les avons pas vues se produire. Les Irakiens avaient des plans, mais ils ne se sont pas réalisés. Résultat, la guerre du Kippour est le dernier conflit où l'on ait vu une contre-attaque réussie. Et bien qu'il se soit écoulé de nombreuses années depuis cet événement, les armées d'aujourd'hui apprennent toujours la leçon de la spectaculaire avance israélienne. Une question se pose. Quel État devra affronter une situation dans laquelle le seul moyen de gagner la guerre et peut-être de sauver le pays sera la contre-attaque? Et sera-t-il assez audacieux pour l'utiliser ?